Parmi ces projets figure la numérisation complète de l'argent et les passes sanitaires au carbone. Le titre de notre conférence, l'agenda 2030 de l'ONU et ses enjeux liberticides, et son second titre, portefeuille d'identité numérique, monnaie programmable, passe sanitaire au carbone, quand la haute technologie fait basculer de l'émancipation à la domination totalitaire. On se rend bien compte que si la technologie a allégé la peine de l'homme au travail, on se rend compte aussi qu'aujourd'hui, tout ce qui est hyper-technologique n'est pas là pour nous émanciper. Arcadia a le plaisir d'accueillir Anne-Marie Yim, personnalité très diplômée. Qui est à la fois très diplômée, parce qu'elle est docteur en chimie organique. Elle a d'autres diplômes, notamment, elle est multilingue. J'ai un Master 2 en propriété intellectuelle. Voilà, Master 2 faculté de droit de Toulouse. En propriété intellectuelle de l'Université de Toulouse, donc elle est tout à fait, je dirais, habilitée à nous parler de ce qu'elle va nous parler, puisqu'elle va nous expliquer le rôle du graphène dans tous les projets qui existent actuellement. Le graphène, je vous rappelle, c'est du carbone. Et la chimie organique, c'est la chimie du carbone. Donc elle est tout à fait branchée et habilitée pour nous parler de ce qui est là. Alors, la conférence, oui, et donc elle s'est très tôt engagée à dénoncer les projets manipulatoires qui sévissent au niveau international. Et franchement, elle est très courageuse à ce niveau-là. La conférence devrait durer environ 2 heures, d'un dossier très, très fourni, et après laquelle il y aura une phase de questions. Après cela, comme c'est sans doute la dernière conférence avant les vacances d'été, vous êtes bien sûr invité à boire un verre. Voilà, on a prévu ça. Alors donc, vous allez voir passer un petit sac bleu-vert avec un cœur dessus. Voilà, il est mis merci. Donc c'est une conférence à participation frais libre, c'est entendu, il n'y a pas d'obligation, mais vous êtes invité à alléger nos frais d'organisation, bien entendu. Et en contrepartie, tous les verres sont à 1 €, donc on peut dire que voilà, on ne veut pas de voleurs. Alors, en quoi le graphène peut être l'outil de projet totalitaire? C'est le cœur du débat d'aujourd'hui. À ce titre, je voudrais partager ce que Anne-Marie m'écrivait il y a quelques jours. Cher Philippe, je me réjouis de la conférence du 1er juin et d'apprendre que cette thématique intéresse les résistants. Merci de me donner la parole sur un sujet polémique, même au sein de la résistance. Bonne conférence à tous, à toutes, et Anne-Marie, je te donne la parole. Merci. Oui, avant de commencer, donc c'est de l'usage de remercier l'hôte qui vous accueille. Donc je remercie du cœur justement Philippe Massonneau et son organisation Arcadia. Comme il vous l'a dit justement, c'est un sujet très vivant. Et voilà, il faut vraiment en parler parce qu'on comprenne l'enjeu de ce qui se passe dans le cadre de l'agenda 30 de façon générale, pas seulement aborder la crise Covid d'un point de vue sanitaire, mais prendre un peu plus de recul, je vois Marc Gérambeau et Véronique que je salue. Salut Véronique, salut. On était à Spa la semaine dernière, Marc Gérambeau, que vous connaissez tous, Action 200, avec son épouse Véronique, qui font un travail extraordinaire sur le terrain. La semaine dernière, dimanche dernier, alors ça a draché, j'ai appris cette expression avec belge, ça a draché, on était, ça drache, ils ont dit, alors je ne connaissais pas, je trouve ça très joli, et on était là pour montrer justement que le vaccin n'est pas sûr et efficace, comme on nous l'a dit, mais qui provoque bien des effets secondaires, très nombreux d'ailleurs, et nous sommes là pour témoigner de cette crise Covid qui a démarré en 2019, 2020 et qui a duré jusqu'à 2025. Mais ça va repartir. Voilà, parce qu'il y a un nouveau variant, vous le savez, qui a été détecté, dont a fait état la Doxa, puisque BFM TV en a parlé. D'ailleurs, Jean-Marc Sabatier, que je salue, a mentionné ça, et vous savez qu'il est dans l'œil du cyclone, puisque le journal Marianne l'a attaqué pour complotisme et, ésotérisme.
qui serait sorti de ses champs de compétences. Moi-même, vous savez, j'ai été en 2023, j'ai été attaquée par Rudi Reichstadt et Conspiracy Watch, et j'ai été accusée d'antisémite. Ah oui, oui, mais sur de fausses accusations d'ailleurs. Quel rapport? Aucun rapport, justement, c'est juste pour décrédibiliser la parole de citoyens qui, en fait, qui ont des casiers judiciaires vierges, qui sont sans histoire, en fait, des citoyens normaux, j'ai envie de dire. Voilà, donc moi j'ai eu 2 heures à la police judiciaire le 4 avril 2024 et le 14 février 2023, très récemment, j'ai eu une lettre en disant que mon dossier avait été passé sur la section antiterroriste et que oui, antiterroriste, regardez-moi si j'ai l'air d'une terroriste, pendant que M. Macron recevait le 6 mai le chef du Hamas qui lui du coup n'est pas terroriste. Donc il y a vraiment on a un problème d'inversion des valeurs dans cette société. Le crime, pourquoi terroriste? Parce que j'ai osé regarder le contenu du flacon sous microscope. Et j'ai trouvé du graphène. Donc voilà, c'est ça la polémique. La vraie polémique, c'est pas si je suis antisémite ou pas, si je suis terroriste ou pas, c'est pas ça. Et du coup, j'ai eu... je donne des cours au Luxembourg et à Vils, j'ai fait l'objet d'un contrôle d'identité. Il y a une journaliste aussi, reporter citoyen belge, Anne qui elle aussi, elle s'est fait harceler par la police et intimidée 2 fois. Ils lui ont fait des contrôles. Moi, j'étais en train de donner un cours à Vils chez une élève et j'ai eu la police qui a débarqué sans mandat et qui m'a demandé de faire un contrôle d'identité en soufflant dans le ballon pour voir si j'étais... alors que je ne bois pas une seule goutte et que j'ai jamais été alcoolique de ma vie. Hein. Donc, je ne bois pas en général d'alcool. Bon, sauf pour un mariage, une petite coupe pour faire plaisir aux mariés, voilà, ou un baptême, voilà. Donc ils m'ont fait souffler dans le ballon. Ils m'ont dit « Ah, votre contrôle, il est négatif quand même. » J'ai dit « Ben oui, monsieur, j'ai jamais pris de cuite de ma vie. » Et puis il m'a dit « Donnez-moi votre carte d'identité. » J'ai donné ma carte d'identité. Ils ont appelé la centrale. Est-ce que la voiture est assurée? Est-ce qu'elle passe? Oui. La contrôle technique? Oui. Elle a payé les assises? Oui. Bon, on n'a rien à vous reprocher. Au revoir. Mais je trouve ça pas... C'est des lignes rouges qu'ils ont franchies. Voilà. Je ne suis pas une terroriste, je ne suis pas un antisémite, et je voudrais qu'au lieu de détourner le sujet de la conversation, nous ayons des débats organisés, comme je l'ai fait le 12 janvier 2022 à la Chambre des députés sur l'obligation vaccinale des enfants concernant les vaccins à ARN messager. Ce débat-là, c'était fait en présence notamment professeur Montagnier, notamment professeur Perron, et avait mis fin à l'obligation vaccinale au Luxembourg. Voilà, parce que le 11 mars 2022, ils ont enlevé tous les amendements de la loi du 17 juillet 2020, je le rappelle, au Luxembourg, qui avait permis qui avait instauré l'obligation vaccinale, les tests QR, les contrôles avec les tests antigéniques pour aller travailler, présenter son QR code pour aller dans un restaurant, mettre des masques pour aller dans un bus, présenter un QR code pour pouvoir accéder à un hôpital pour se faire soigner. Voilà. C'est quand même, quand on y pense, nous qui sommes des Européens, qui faisons partie de l'Europe, on nous avait promis, le traité de Maastricht nous avait promis une libre circulation des personnes et des marchandises. On voit numérique, qu'est-ce que l'identité numérique? Pourquoi le portefeuille d'identité numérique et l'euro numérique qui s'en vient en octobre 2025 et qui sera déployé, alors ils disent pour 2027, mais vous savez qu'ils annoncent toujours des dates pour nous perdre, parce qu'en réalité, c'est déjà le cas, c'est déjà le cas, vous voyez, dans certains États, dans certains pays, et dans certains départements de la France, c'est déjà en cours, et notamment au Luxembourg, puisque le Luxembourg, vous savez, a été choisi comme pays pilote pour le portefeuille d'identité numérique. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, voilà le titre de ma présentation. C'était un travail que j'ai effectué donc, sur 5 ans, vous savez. Donc, c'est un travail qui est personnel, original, j'ai envie de dire, et qui est basé sur des preuves, des faits, des expériences. C'est pas quelque chose que j'ai repris de quelqu'un ou etc. Non, ce sont des travaux personnels.
Donc, voilà, du graphène non homologué et non déclaré dans les diluants, nétose qui provoque la nétose des neutrophiles. On verra que ce graphène, non seulement il émet des adresses MAC, mais surtout, il est capable de détruire le système immunitaire, d'accord, notamment le système immunitaire inné et les nétrophiles. Je sais que ce n'est pas une bonne nouvelle, hein, mais voilà. Alors, vous voyez ici, c'est un flacon de diluant. Voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, alors je suis française d'origine cambodgienne et j'ai un doctorat en chimie organique de l'université de Montpellier. Donc j'ai une expertise dans les protéines. Vous savez que le dogme de la biologie, c'est ADN est transcrit en ARN messager et ensuite est traduit en protéines. Et ce sont les protéines qui régulent le métabolisme humain. Par exemple, voilà, on a de l'insuline, etc. Voilà. Donc le rôle des protéines est extrêmement important. Voilà. J'ai également fait de la recherche postdoctorale à l'Université du Michigan sur la protéomique, c'est-à-dire l'étude de l'ensemble des protéines du corps humain et quelles sont, lorsqu'on a une maladie, quelles sont les répercussions au niveau du protéome. Alors il y en a qui regardent au niveau de l'ADN, d'accord, au niveau du génome, ou il y en a qui regardent au niveau de l'ARN messager, au niveau du transcriptome, et moi je regarde au niveau des protéines. Donc c'est le protéome. J'ai fait partie d'une équipe à l'Université de Montpellier dans le cadre de ce qu'on appelle HUGO, Human Genomic non, il y a le HUGO, c'est Human Genomic Project, et il y a le HUPO, Human Proteomic Project, d'accord? Donc, c'était en 2001, ça a commencé en 2001 sous Bill Clinton, avec la cartographie du génome humain. Je ne sais pas si ça vous dit, si ça vous parle, si vous vous en souvenez, où il fallait cartographier l'ensemble du génome humain. D'accord? Et moi, la mission qu'on m'avait confiée, c'était d'identifier les protéines, de mettre au point une méthodologie, une technique qui permettait d'identifier les protéines membranaires. Donc j'ai réussi, puisqu'on m'a donné un prix, qui est le prix d'inventeur de l'Université du Michigan en 2001, pour avoir identifié, j'ai identifié 44 protéines membranaires, mais pas que. Comme je travaillais également avec mon chef, c'était Dr Samir Hanash, et sa femme, c'était Laura Beretta. Et il y avait des chercheurs de l'INSERM qui travaillaient, donc j'ai travaillé avec des gens de l'INSERM également. Et à l'époque, on parlait déjà de vaccins contre le cancer. Et on parlait, la technique que j'ai mise au point a permis par exemple la détection à un stade très précoce des cancers, notamment du cancer du poumon, basé sur une simple prise de sang et de la détection d'un antigène qu'on appelle l'annexine 2. Voilà, donc c'est pour vous dire un peu ce que j'ai fait aux États-Unis. Donc, ensuite, là, vous le savez, j'ai repris des études en Master 2 en propriété intellectuelle. Ça me permet de lire des textes juridiques. Et ensuite, j'ai fait l'école des ingénieurs brevets à Strasbourg. Et ensuite, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur brevet au Luxembourg. Et puis, j'ai passé le concours du ministère de l'Éducation nationale en 2015. J'ai été reçue et j'ai été professeur chargé de cours en chimie physique au lycée classique de Diekirch. Voilà. Et ensuite, j'ai créé ma propre structure et je donne des cours, voilà, à tous les niveaux, même aux adultes, en sciences et voilà, mais pas que. Voilà. Donc, on va parler. Ça c'est pour la présentation. Maintenant on va parler de la base donnée des publics. Donc vous pouvez aller ici, vous voyez, pour aller regarder le RCP du Comirnaty. Donc on va s'intéresser, c'est un site officiel, hein. Moi je travaille sur des sites officiels pour pas dire oui complotiste, etc. Donc tout est sourcé, vous pouvez aller vous-même. Donc je fais la démonstration devant vous. C'est un site du ministère de la Solidarité et de la Santé de la République française. C'est la base de données publiques des médicaments. C'est-à-dire que l'ANSM est l'autorité, comme Saint-Ciano ici, qui est en charge, comme l'EMA au niveau européen, de dire si un médicament est sûr ou pas, s'il présente des effets secondaires ou pas, et s'il peut être utilisé dans la population.
D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle l'AMM, l'autorisation, vous en avez tous entendu parler, l'autorisation de mise sur le marché qui doit passer par plusieurs phases, notamment phase 1, 2, 3, 4, qui sont les phases d'essai cliniques. Et notamment on doit tester, si c'est sûr, la sécurité, on parle de sécurité, et puis ensuite on teste la posologie et on teste en fait les effets secondaires à court, à moyen et à long terme. D'accord? C'est ce qui correspond aux phases 1, 2, 3, 4. Donc là, je clique sur le lien, on a internet aujourd'hui, donc c'est très bien, vous pouvez voir que la fiche RCP, c'est la fiche de caractéristiques d'un médicament. Donc le Comirnaty, vous savez, c'est le produit, le vaccin de Pfizer, qui est à ARN messager, et qui est enveloppé d'une capsule de nanoparticules de lipides. Donc toute cette terminologie, vous l'avez entendu pendant 5 ans. Et la posologie qui a été retenue, c'est 30 microgrammes par dose. Vous voyez? Voilà, c'est ça. Donc vous pouvez aller voir vous-même, hein, le document, vous pouvez lire, d'accord, dispersion, tosinamérane pour le nom du principe actif, etc. Donc moi j'ai fait le travail et donc, attendez, je reviens en arrière, il faut que je revienne en arrière, attendez, je dois revenir en arrière, parce que je suis sortie. Alors, voilà. Donc, j'ai fait pour vous le travail, mais vous pouvez vérifier. Je vous ai donné la source pour dire non, mais elle invente. Non, je n'invente pas. Vous allez cliquer, c'est un document officiel. C'est le document qu'a présenté Pfizer à l'EMA, à l'ANSM, pour avoir son AMM conditionnel. Donc, là-dedans, ils sont obligés de rendre public leur composition. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Dans chapitre 6, il y a marqué données pharmaceutiques, liste des excipients. Donc vous lisez avec moi, il y a de l'ALC 315, de l'ALC 159, qui sont des phospholipides qui rentrent dans la composition des membranes. Ça mime la membrane plasmique. D'accord. Puis on a un phospholipide cationique, ça c'est anionique, c'est-à-dire que c'est chargé négativement. Donc vous voyez, par exemple, on lit le premier, 4-hydroxybutyl, azane, diil, bis, hexane 6,1, diil, bis, 2, exildécanoate. Vous voyez 2, polyéthylène-glycol, 2000 NN, ditétradécylamide. Voilà, ça c'est le nom chimique, dans la nomenclature chimique, qui montre la structure chimique du composé. Pourquoi je vous lis celui-là? Parce que vous savez qu'il y a du polyéthylène-glycol. Le polyéthylène-glycol 2000, c'est un composé qui est hautement allergène. Et vous savez, il y a eu cette histoire de Maxime Beltran, le jeune de 7, de Verity France, dont le père, qui s'était vacciné pour aller en vacances en Grèce avec son ami, et qui le soir même, il s'était vacciné à 2 heures dans un vaccinodrome. À 7, et puis à 10 heures du soir, après le restaurant qu'il avait mangé à 8 heures, il décède suite d'un choc anaphylactique. Et le gouvernement était très embarrassé par cette histoire. Pourquoi? Parce que il y a eu une autopsie, il y a eu la police judiciaire, le juge qui a ouvert une enquête sur ce décès-là. Et il y a eu une autopsie qui a montré qu'en fait, c'était pas forcément d'une allergie de la cacahuète dont il serait décédé, mais peut-être d'un choc anaphylactique dû à la présence justement du polyéthylène-glycol. Voilà. Et pourquoi c'est un choc? Parce que vous savez qu'au début, les jeunes n'étaient pas concernés par les vaccins, seulement les adultes et notamment les personnes âgées d'un certain âge qu'ils avaient vaccinés dans les EHPAD. Et puis en avril 2021, ils ont ouvert la vaccination, souvenez-vous, vous en souvenez, aux adolescents. Et en fait, ils ont vacciné des adolescents de avril déjà 2021, alors que l'autorisation n'est venue que plus tard, hein, vers novembre ou décembre. Et il y a eu des lots qui ont été particulièrement mortels, vous le savez. Donc il y a eu ce scandale où ils auraient vacciné 44 000 adolescents avec des doses d'adultes, c'est-à-dire avec 30 microgrammes au lieu de 10 microgrammes pour les adolescents de 11 à 17 ans.
Vous vous en souvenez? Donc ça a fait un scandale parce que Madame Vonner en avait parlé à l'Assemblée nationale, elle avait posé la question, et M. Véran lui a dit, alors toi tu ne seras plus jamais élu député. Et puis il y a aussi Madame Laurence Muller-Brown qui lors de le 8 en mars, lors de l'audition avec Cédril Villani et au Sénat, là, devant la commission de l'OPEXT, avait posé la question, qu'en est-il des 44 000 adolescents vaccinés avec des doses adultes? Et la NSM avait été très embêtée, avait dit, ah oui, c'est vrai, nous reconnaissons qu'il y a eu des problèmes de dilution et nous allons régler ce problème de dilution avec des codes couleurs en mettant des flacons déjà dosés et prêts à l'emploi au lieu d'être dilués. Alors je ne sais pas si ça vous en souvenez, parce que c'était, voilà, le gouvernement avait quand même été interrogé à ce sujet au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau de la commission sénatoriale de l'OPEXT. Donc, on continue notre lecture. Il y a du cholestérol, du chlorure de potassium, du phosphate monopotassique, du chlorure de sodium, du phosphate disodique dégradé, du saccharose, de l'eau. Donc vous voyez, ça, c'est la liste des excipients qui ne tient pas compte de l'ARN messager qui code pour la spike. Donc moi, je me suis intéressée surtout aux nanoparticules de lipides. D'accord? Voilà. Et c'est ça que je vous disais, c'est que les flacons, ils ont été envoyés et ils devaient être dilués parce que chaque flacon pouvait contenir d'abord 5 doses, puis 6 doses. Je lis avec vous. Comirnaty doit être administré par voie intramusculaire après dilution. Sur l'épaule gauche au début, hein. Je ne sais pas si vous en souvenez, dans le muscle deltoïde. Donc injection en intramusculaire, donc pas injection directement dans le sang, parce que vous savez, il y a plusieurs types d'injections. En fonction qu'on met l'aiguille à 90 degrés, ou à 45 degrés, ou à 25 degrés, ou à 10 degrés, on peut être en intramusculaire, ou en intraveineux, ou en sous-dermique. Vous le savez. Donc, il y a une infirmière dans l'assemblée, là, m'a dit, elle pourra nous le confirmer. Donc ici, c'est une administration en intramusculaire après dilution. Les flacons de Comirnaty contiennent 6 doses de 0,3 ml de vaccin. Pour extraire 6 doses d'un flacon unique, des aiguilles ou seringues à faible volume mort doit être utilisée. La combinaison de l'aiguille et de la seringue doit avoir un volume mort ne dépassant pas 35 microlitres. Si des aiguilles et seringues classiques sont utilisées, le volume risque de ne pas être suffisant pour permettre l'extraction d'une 6e dose d'un flacon unique. Alors, vous voyez que Pfizer nous dit qu'il faut diluer les vaccins avant injection, puisque chaque flacon peut contenir 5 voire 6 doses de 0,3 ml chaque. La question, c'est avec quoi on dilue? Ah oui, les infirmiers vous diront simplement avec du sérum physiologique. Donc, une sérum physiologique, c'est quoi? C'est une solution de chlorure de sodium à 0,9%. Ça veut dire quoi? C'est de l'eau distillée avec 9 grammes de chlorure de sodium. Le chlorure de sodium, les chimistes, ils appellent chlorure de sodium. Les gens, ils appellent ça du sel de cuisine. Et c'est une solution, normalement, qui est isotonique. C'est-à-dire qui ne fait pas éclater les globules rouges. Donc, vous voyez, là, on nous montre le protocole. D'accord? Destiné aux pharmaciens, aux injecteurs. Je rappelle que les injecteurs ont été élargis. Normalement, l'injection est un acte médical qui est réservé aux médecins et aux infirmiers. Vous savez que pendant la crise Covid, comme ils ont vacciné à tour de bras, sans jeu de mots, il leur manquait du personnel, donc ils ont dû élargir la notion d'injecteur et autoriser des pharmaciens vaccinés en pharmacie, alors que normalement, ce n'est pas leur rôle. Ils ont payé aussi grassement, 430 € au Luxembourg, 430 € de l'heure de l'injection, et à ce que je sais ici en Belgique, 30 €. 30 €, il y en a qui ont fait 9 000 € par jour, et il y en a qui ont fait 4 millions, entre 15 millions, etc. Bon, ça a été un commerce quand même assez rentable pour ceux qui ont injecté. Voilà. Donc, et là, on va nous remettre ça avec l'euthanasie. Et là, c'est entre 7 000 et 15 000 € par euthanasie. Bon, je dis ça, on en reparlera après. Oui, c'est quand même assez monstrueux. Donc, vous voyez ici,
c'est une note pour les pharmaciens, parce que les pharmaciens vaccinaient dans leur officine, donc on leur disait, ben voilà comment diluer. Et puis vous avez différents flacons pour différentes catégories d'âge en fonction des dosages. Et vous voyez, il y a des plus de 80, 60 à 79, 30 à 59, 18 à 29, 12 à 17. Et là, c'est là où le scandale il était, que je vous disais qu'ils ont vacciné avec 30 microgrammes, alors qu'ils auraient vacciné avec 10 microgrammes, pour commencer. Donc, le gouvernement est en faute, la NASAM est en faute. Vous voyez ? Il faut pas, c'est comme dans un match de foot. Eux, ils jouent les noirs, nous, on joue les blancs. S'ils font une faute, il faut attraper l'arbitre et faire carton rouge. Carton rouge. D'accord ? Et si vous ne dites rien, eh ben, ils vont passer outre. Alors que vous êtes dans votre bon droit de dire, eh ben, écoutez, vous aviez vacciné des adolescents avec des doses adultes hors AMM, et en plus, le renouvellement de l'AMM a été fait hors clou. Parce qu'en août 2023, je vous rappelle que la FDA avait annoncé qu'ils avaient obtenu la phase 3, alors que Maître Carlo Brusa et Maître Diane Prota avaient saisi le Conseil, alors je ne sais plus si c'est le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel, pour dire que le vaccin aurait dû être renouvelé en juin 2021. Et ils ont dit non, non, on a renouvelé hors clou, puisqu'ils ont admis qu'ils l'ont eu en novembre 2021. Donc vous voyez, et entre-temps, en avril 2021, ils avaient vacciné des adolescents avec des doses adultes, et il y a eu des décès, notamment le décès de Antoine Hounin, dont la maman Laurence Paternoster fait partie du collectif Action de sang en Belgique. Puis il y a eu le décès du jeune Maxime Beltran. Donc vous voyez le problème, vous voyez. Donc, on va voir que voilà, ils s'en sont sortis en disant voilà, les bouchons orange, c'est telle dose, les bouchons gris, c'est telle dose, etc. Vous voyez, et finalement, ils ont tourné autour du pot sans répondre à la question. Vous voyez, et la question, c'est pourquoi ils ont essayé de cacher la réelle composition. Ensuite, ils ont émis en août 2021, ils ont émis une liste de contre-indications. C'est-à-dire que Pfizer a reconnu, oui, il y a 4 maladies ou 4 effets secondaires qui peuvent échapper à une obligation vaccinale. Puisque le vaccin, Pfizer reconnaît que le vaccin provoque des myocardites, des péricardites, des syndromes de Guillain-Barré, des paralysies de Bell, et des chocs anaphylactiques. Donc ils ont reconnu. C'est-à-dire que si quelqu'un avait, par exemple, le cœur fragile, etc., une malformation cardiaque, etc., pouvait dire ah ben non, moi, je veux pas me faire vacciner. Voilà ma contre-indication. Et comme c'est reconnu, les myocardites et les péricardites, donc je peux ne pas me faire vacciner. Voilà. En réalité, il y a un ingrédient dans ce flacon, et je vous rappelle que l'analyse des flacons est interdite. Et on se demande quand même, c'est quand même curieux. Oui, c'est quand même curieux d'interdire l'analyse des flacons. Vous voyez ? Parce qu'il y a une loi qui a été préparée, qui est la loi du PrEP Act aux États-Unis, et qui a permis de protéger tous les acteurs de la vaccination. Parce qu'il y a une femme qui s'appelle, qui a fait des essais cliniques et qui avait porté plainte contre Pfizer parce qu'elle avait dit qu'il y avait une levée du double aveugle, que les tests cliniques n'étaient pas valables parce qu'il y avait les protocoles qui n'étaient pas respectés, notamment le maintien à moins 81 degrés des doses de Pfizer, vous savez, et le fait que également il y avait des protocoles qui n'étaient pas respectés, et le tribunal a tranché en disant eh bien Pfizer n'est pas responsable. Pfizer n'est pas responsable sous la loi du PrEP Act. Pourquoi ? Parce qu'il travaille pour le gouvernement. Et donc ils sont protégés par la loi du PrEP Act. La loi du PrEP Act qui dit que eh bien, les fabricants et les distributeurs de vaccins sont protégés.
et qu'il est interdit de regarder et d'analyser le contenu des flacons. Voilà. Donc c'est une loi qui est quand même territoriale, c'est-à-dire extraterritoriale, c'est-à-dire qui ne concerne pas que les États-Unis, mais qui s'applique sur tous les pays. Donc là, les États-Unis, j'ai envie de dire, ils abusent un peu aussi, quoi. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas à légiférer en Europe. Vous voyez? C'est pas eux, en clair, c'est pas eux de faire la loi, quoi. Voilà. Alors, est-ce que l'oxyde de graphène serait un ingrédient qui serait classé secret défense et qui protégerait le gouvernement, pas que le gouvernement, l'armée, pas que l'armée, les services secrets, notamment la CIA, de faire des expériences sous couvert du secret défense et de faire des expérimentations en population et en bénéficiant d'une immunité juridique. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas responsables des effets secondaires ni des décès. En clair. Donc, nous allons répondre à cette question et je vais vous démontrer qu'il y a anguille sous roche. On nous a menti sur la composition des vaccins et que le gouvernement est très embarrassé et se retranche derrière le secret défense. Et c'est pour ça que je suis accusée de terrorisme. Vous voyez? Alors que j'ai juste regardé le flacon. Voilà. Alors, oui, le consentement du patient. Il me semble que vous êtes en première ligne pour pouvoir... Il y a un docteur ici qui s'appelle docteur Yves Couvreur, que vous connaissez tous, qui est extraordinaire, et qui est un anatomopathologiste à la retraite, et qui a adressé une lettre à professeur Léonard, le directeur de Sciences, qui est l'équivalent de la NSM en France, qui est l'équivalent de l'EMA au niveau européen, qui délivre donc l'autorisation pour les médicaments, le feu vert, si vous voulez, pour que les pharmaciens vendent les médicaments et que le médecin puisse les injecter. Donc, il a demandé, mais vous pouvez nous dire ce qu'il y a dans le flacon? Et il lui dit non. Vous ne pouvez pas savoir, ce n'est pas votre problème, vous, on ne vous demande pas de savoir, on vous demande d'injecter. En clair, c'est ça sa réponse. Alors, j'ai la lettre, je vais vous la montrer, parce que j'ai contacté Dr Couvreur, et je lui ai dit, est-ce que je peux reproduire ta lettre et la montrer dans ma conférence? Il m'a dit, oui, vas-y. Alors, suivant le type de vaccin, et j'ai écrit un article à ce sujet que vous pouvez aller voir sur Profession Gendarme. Je vous clique, voilà. Donc, vous voyez... l'oxyde de graphène serait-il un ingrédient classé secret industriel par Anne-Marie Im? Ça date de décembre 2023. Donc, vous voyez, le docteur Yves Couvreur, bon là je viens de vous le raconter, d'accord? Et puis, en substance, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui répond, suivant le type de vaccin Covid-19, les tests d'identité, d'activité et d'intégrité sont effectués comme indiqué dans les guidances spécifiques que vous trouverez sur le site de l'EDQM. Alors... EDQM, Direction européenne de la qualité du médicament. Il s'agit de données confidentielles. Confidentielles, ça veut dire secret, top secret. Secret d'abord de fabrication, secret d'État, et classification secret sous l'armée. L'armée, le ministère. On n'est plus dans le... Vous voyez, on n'est plus dans le ministère de la Santé, on est dans le ministère de l'Intérieur. On est dans l'armée, c'est l'armée qui est derrière. D'accord? Donc il s'agit, et donc c'est bien ce qu'on nous dit, c'est bien une arme bactériologique. C'est bien une arme bactériologique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'expert américain qui a écrit la loi sur qu'est-ce qu'une arme bactériologique, ça doit remplir tel critère, et selon lui, ces critères sont remplis dans le cadre du vaccin à messager. Donc nous sommes bien en présence d'une arme bactériologique à destruction des masses, des populations. Ce n'est pas moi qui le dis, on n'est pas dans du complotisme. Alors je tiens à dire que quand on vous accuse de complotisme, dites, écoutez, nous, on s'appuie sur des experts, qui sont même des experts du gouvernement, et voilà ce qu'ils disent. D'accord ? Donc, venez pas nous dire que nous sommes des complotistes, parce que ce n'est pas vrai, c'est la réalité. Donc, il s'agit de données confidentielles qui ne peuvent être publiées, qui
ni partagé, mais comprenez que l'octroi d'un certificat de libération signifie que le lot a été évalué, testé et déclaré conforme aux spécifications approuvées par l'EMA. En ce qui concerne la composition précise des vaccins. Pourquoi précise? Alors, je rappelle que, par exemple, vous savez que quand vous achetez un produit alimentaire, ou etc., ou phytosanitaire, même un parfum, ou je ne sais quoi, ou une brioche, ou je ne sais quoi, vous avez toujours liste des ingrédients derrière, et vous pouvez aller vérifier. Sauf que Monsanto, depuis le scandale du glyphosate, et la stérilisation, et les cancers des testicules, etc., chez les hommes qui ont consommé des herbicides, notamment le glyphosate, ça stérilise, eh bien, ils ont voté des lois qui disent que, eh bien, on n'est pas obligé de lister tous les ingrédients. Ben, ça arrange bien des gens. Vous voyez? Donc eux, à chaque fois, ils se protègent, ils se blindent par des votes de loi pour avancer masqués et pour dérouler leur plan. Mais nous, on doit être vigilants, et surtout les associations de victimes, les collectifs, les citoyens, parce que nous, on peut le dénoncer, mais si on y va, on termine en prison, ou on termine avec 2 balles dans la tête, vous voyez, ou on termine avec le GIPN qui débarque, etc. Donc, ou on termine à la police avec 2 heures d'interrogatoire, et du coup, on est un peu coincé, vous voyez. Donc après, on vous donne l'information et c'est à vous de vous associer, de faire des collectifs et d'aller taper à la porte de votre maire, de votre bourgmestre, de votre député, votre eurodéputé. Et il ne faut pas les laisser s'en sortir parce que là, ils sont en faute. Ils sont en faute. Ils ont fait une série de fautes qui fait que si on les laisse, ça va continuer. Par contre, si on les interpelle, ça va retarder leur démarche. Et donc, ça nous fait gagner du temps. Vous voyez, y en a qui se disent bon mais ça sert à rien, ils ont les juges avec eux, etc., on va perdre, etc. Regardez Frédéric Bertrand, c'est le combat de David et Goliath. Frédéric, il y est allé. Ursula von der Leyen, vous avez négocié des contrats Pfizer, les eurodéputés. Je voudrais intervenir à ce sujet. Vous savez que si vous pouvez éteindre, je ne sais pas le téléphone de qui sonne, mais si ça pouvait éteindre, ça serait gentil. Je ne sais pas qui c'est. C'est qui? Ah non, ça c'est pas maçonnerie. Non, c'est pas maçonnerie. Non, moi j'en ai que 2 de téléphone. Et ils sont en train de filmer là. Non, c'est pas. Oui, éteignez. Éteignez vos téléphones parce que je voulais vous dire, ça perturbe le raisonnement. Vous voyez là, j'allais dire un truc super important. Oui, voilà ce que j'allais vous dire. Frédéric Bertrand a fait un procès, vous le savez, suite à Madame Rivasi, eurodéputée verte, qui est morte, hein, vous le savez, et qui était passée à la Cour de justice de l'Union européenne et qui avait demandé la levée du secret des affaires sur les contrats Pfizer. Elle avait demandé la transparence, parce que vous savez, il y a une polémique qui dit qu'elle aurait négocié les contrats d'achat à hauteur de millions par SMS avec Bourla, sans passer par les négociateurs, etc. Et vous savez que la Commission européenne avait biffé, ils avaient gagné du temps, ils ont biffé tous les clauses, et donc on ne savait pas qu'est-ce qui c'était la teneur des clauses. Et en réalité, Madame Rivasi a porté plainte et c'est allé jusqu'à à Luxembourg, à la Cour de justice de l'Union européenne, vous savez. Et ils avaient dit, ah oui, c'est pour ça que Frédéric Baldan a récupéré, il a dit, j'ai les contrats maintenant. Donc vous voyez, ce n'est pas pour rien. Vous faites toujours une action, vous obtenez toujours quelque chose, même si c'est des miettes, c'est pas tout, mais vous obtenez au moins quelque chose pour pouvoir avancer le combat. Parce que s'il n'avait pas fait ça, s'il avait dit bon mais c'est pas la peine, on va rien voir, mais au moins on a eu les contrats publiés. Et on a vu que par exemple les Européens payaient 2 fois plus cher, 20 €, 19 € que les Africains qui payaient que 10 €. Et a priori c'est quand même l'argent des... tous les pays, c'est l'argent des contribuables, c'est l'argent on est 500 millions d'Européens et de l'argent est prélevé sur vos impôts pour l'envoyer à la Commission européenne qui décide des budgets pour, par exemple, Horizon 2020. Donc des budgets qui sont attribués pour la recherche, etc. Donc c'est votre argent, donc vous avez le droit de dire quelque chose quand même. D'accord ? Ça, c'est pas le seul scandale. Madame Rivasi est décédée, mais la Commission européenne a obligé Pfizer à publier les contrats. Autre chose, au Luxembourg, il y a eu un député qui s'appelle Sven Clément, qui fait partie des Pirates, qui a fait un procès contre M. Xavier Bettel, le Premier ministre, et on appelle ça l'arrêt Clément, et qui parce que lui aussi a dit, moi je veux voir les contrats signés entre le gouvernement luxembourgeois et Pfizer.
Et Bettel a dit non, il n'y a rien à voir, on n'a rien signé, il n'y a pas. Alors, alors, les autres ils ont dit non, tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Donc, paf, ils ont fait. Il y a un monsieur qui rigole. Et oui, c'est vrai, parce qu'eux, ils essayent toujours en disant mais non, il n'y a rien, circuler, il n'y a rien. Et en fait, il y a. Et c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas se laisser faire, il ne faut pas se laisser faire. Donc eux, ils ont porté plainte, et c'est à ce moment-là, il faut attraper la justice et dire, c'est comme dans un match de foot, vous avez pris un crampon dans le pied, vous êtes par terre, les autres disent non, je ne vais pas toucher le t-shirt, non, il faut siffler le carton rouge, amener l'arbitre, c'est-à-dire amener le juge et dire, non mais là, on est en situation d'illégalité. C'est ce qu'a M. Sven Clément, et donc M. Bettel a perdu. Et donc, le Luxembourg a les contrats. Également signé entre le gouvernement et Pfizer. Donc vous voyez, ce qui était opaque, le combat de Madame Rivasi se poursuit et elle est décédée, mais en fait nous avons une victoire puisque nous avons une levée de la confidentialité, le secret des affaires a été levé sur les contrats Pfizer signés entre la Commission européenne et Pfizer et entre le Luxembourg et Pfizer. Il y a un troisième contrat qui a été levé qui était au niveau de l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Et ce sont des collectifs qui ont obtenu ces résultats-là. Les collectifs. Donc, des associations comme vous. Et donc, on voit quoi d'autre dans ces contrats-là? Pourquoi je vous en parle? Parce qu'en annexe, moi je les ai lus, les contrats, et en annexe, ce qui était scandaleux, Maître Carlo Brodon avait parlé, il avait dit qu'on ne connaît pas les effets secondaires. Pfizer nous dit on ne connaît pas les effets secondaires à moyen terme et à long terme. Court terme, c'est 6 mois. Moyen terme, c'est 2-3 ans. Long terme, c'est 10, 12, 15, 20 ans. Donc on ne les connaît pas. C'est normal puisque c'était 5 ans. Voilà. Et 2021, on était dans le moyen terme. Donc on ne les connaît pas. Et s'il y a des effets secondaires, eh bien, nous ne sommes pas responsables. C'est extraordinaire. Et la Commission européenne a approuvé ça. Donc les fabricants ne sont pas responsables, les distributeurs ne sont pas responsables, les... Gavi, celui qui distribue, qui crée les marchés et qui vend directement avec les États, n'est pas responsable. Les gouvernements ne sont pas responsables. Et alors finalement, on se demande, mais alors si personne n'est responsable, mais qui est responsable? Celui qui accepte. Voilà, ils ont essayé de excusez-moi, ils ont essayé de nous enfumer. Ils ont essayé de nous enfumer en disant, finalement, ce sont les victimes qui sont responsables parce qu'elles ont consenti. Et le problème, il est où? Le problème, c'est que l'article 5 de la Convention d'Oviedo, qui a été retranscrit ensuite, qui n'a pas été signé par le Luxembourg, mais après qui a été retranscrit dans la loi de bioéthique de 1994, nous dit qu'il faut un consentement libre et éclairé du patient. C'est-à-dire que le patient doit consentir, et il y a toute une procédure, c'est-à-dire que c'est le droit de l'information du patient. Donc le médecin, avant d'injecter, il doit faire signer un consentement. Le problème, c'est que personne n'a signé le consentement. Ils nous ont fait croire que le consentement a été signé. À ma connaissance, il n'y a que l'île Maurice. À ma connaissance, il n'y a que l'île Maurice parce que j'étais tombée sur un document, et ça m'avait surprise, qui disait ce qu'il y avait exactement, article 5, article 6, dans les contrats Pfizer. De l'Europe et de l'Afrique du Sud. La seule différence entre les contrats Europe et Afrique du Sud, c'était donc les prix et la compétence du tribunal. Donc pour l'Europe, la compétence du tribunal, si vous vouliez attaquer Pfizer, c'est le tribunal belge. Et j'attire votre attention à ce niveau que les procédures collectives ne sont pas reconnues. Frédéric Belledin l'a encore dit, les procédures collectives ne sont pas reconnues par le tribunal belge. Monsieur, je vois que vous suivez et ça me fait plaisir parce que vous voyez, là on est en train de siffler tous les cartons rouges et donc ils nous ont encore enfumés parce que par exemple si vous vouliez, et le détenteur du brevet ce n'est pas Pfizer, c'est BioNTech, d'accord? Donc les victimes qui avaient saisi des avocats, qui avaient fait des procédures contre Pfizer, c'est-à-dire contre Pfizer, eh ben, le tribunal disait, non, irrecevable. Voilà. Et pour les Africains du Sud, il fallait saisir le tribunal américain, notamment à Washington. Donc vous voyez, ce sont des petites subtilités. Vous êtes intéressé, si vous êtes victime et que vous avez un avocat et que vous essayez de faire des procédures, soit,
soit de reconnaissance pour dommages intégrés, pour blessures corporelles, pour avoir une reconnaissance et de l'argent pour vous soigner, hein, parce que ça coûte cher, hein, les soins coûtent cher, les analyses de sang coûtent cher, les thérapies coûtent cher. Des victimes m'ont dit qu'ils déboursaient entre 200 et 300 euros rien qu'en complément alimentaire par mois, entre la vitamine C, la vitamine D, le zinc, le sélénium, le magnésium, le chardon-marie, etc., etc., la NAC, le glutathion, voilà. Ils ont un budget et ils doivent se soigner et c'est pas remboursé par la sécurité sociale et ça coûte cher. Donc, ces victimes ont besoin d'être reconnues, d'être soignées, d'être prises en charge, et non pas en errance médicale. Donc, il faut les conseiller, et conseiller aussi leurs avocats, parce qu'il y a eu beaucoup de ratés, j'ai envie de dire, pendant ces 5 ans, et ils ont perdu leur temps et leur argent. Ça coûte cher, les procédures judiciaires, c'est 3 000, 10 000, 15 000 euros, voire plus. Et ça ne sert à rien de faire des procédures collectives. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas reconnues devant le tribunal belge qui est compétent pour juger les affaires de blessures corporelles suite aux injections Covid, selon le contrat. C'est ça qui était désigné dans le contrat Pfizer. Et c'est ce qu'ils avaient soigneusement biffé pendant 5 ans pour que nous ne le sachions pas. Vous voyez comme c'est vicieux, pervers. Où est la transparence? Alors on dit la transparence. C'est ça votre transparence? Non. Vous vous moquez de nous. Vous vous moquez de nous les citoyens. Donc il ne faut pas se laisser faire. Donc ça c'est une chose. Donc il y avait les prix, il y avait Pfizer n'est pas responsable, ni Gavi, ni les gouvernements. Qui était responsable? Disait c'est la victime. Et en cas de procédure, ils avaient dit la Commission européenne devra payer les avocats de Pfizer. Et vous avez entendu, Frédéric Batra, ils ont dit Pfizer, ils sont arrivés avec leur armada. C'est pas un avocat, ils arrivent avec 10 avocats. Hein. Donc les procédures, les avocats, c'est cher, 5 000 euros par avocat. Vous multipliez, regardez combien ça coûte ces procédures. Il faut parler d'argent parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Vous voyez, et c'est pas que, mais il faut regarder avec quoi ils jouent en face, comment nous on peut déjouer et ne pas tomber dans le piège qu'ils nous ont mis pour que nous ayons une chance de réussir et de stopper un peu ou de ralentir la machine qui se met en marche. Voilà, de l'agenda 2030, qui nous broie, qui nous tue, qui tue nos proches. Voilà. Personnellement, moi, j'ai une tante qui est morte d'un AVC en novembre 2024 et j'ai mon oncle qui est décédé le 17 février, qui avait Alzheimer, mais qui est décédé d'un infarctus. Voilà. Et il y a eu Stéphane Gaillet qui est également mort le 17 février. Donc, les médecins meurent, les scientifiques meurent, les patients meurent, beaucoup de personnes meurent. Et donc, il faut être vigilant à ce sujet. Donc, au niveau des contrats Pfizer, il y avait les prix, il y avait l'immunité juridique pour les fabricants, les distributeurs, le gouvernement, les agences officielles, Gavi, etc. Et puis, il y avait la compétence du tribunal, comme on l'a vu, et il y avait également l'annexe. Et l'annexe, c'est ça qui nous concerne aujourd'hui. Ils avaient dit, on vous livre, les flacons doivent être maintenus à moins 80 degrés, et ça n'a pas été respecté, déjà. Vous n'aurez jamais dû vous faire injecter un produit qui n'était pas à moins 80 degrés, déjà. On aurait pu en parler pour dire stop, on arrête l'injection. Et les produits étaient valables 6 à 9 mois, à moins 80 degrés. Donc si un avocat ou si une victime avait eu connaissance de ces informations-là, elle aurait pu saisir en disant, ben non, toutes les doses étaient périmées, comme c'était au Luxembourg, après la 3e dose, et on aurait jeté les doses. Par exemple, au Luxembourg, en 2024, il y a eu 1,6 million de doses qui ont coûté 17 millions d'euros, qui ont été jetées parce qu'ils étaient périmés. Parce qu'au bout de 9 mois, ça aussi, vous pouvez dire, attendez, le produit il est périmé, vous ne pouvez pas me l'injecter. Ça, c'était très facile à faire aussi. Donc, et ils avaient dit, il faut utiliser le diluant que nous vous livrons. Et c'est là où moi, j'ai tiqué. Parce que je me dis, tiens, pourquoi ils veulent qu'on utilise le diluant? Puisque tout bon médecin qui se respecte, tout infirmier qui se respecte, ils ont toujours des doses de chlorure de sodium et de sérum physiologique dans leur placard ou dans leur frigo, vous voyez. Donc, même les hôpitaux, les vaccins. Pourquoi forcer les injecteurs, les vaccinodromes, les hôpitaux, à utiliser le sérum physiologique livré par Pfizer? Et c'est là où je me dis, ah là là, il y a anguille sous roche, qu'est-ce qu'on nous cache?
Évidemment, moi, je n'aime pas qu'on me dise il y a. Donc là-dessus, je reçois un coup de fil de Patrick Jolant qui me dit je suis en train d'enquêter sur la Caroline du Nord, et ça, on est en 2023. Je suis en train d'enquêter sur la Caroline du Nord avec une société, non, la Caroline du Sud, parce qu'il y a eu, vous savez, la DARPA, Ralph Baric, qui avait fait des gains de fonction financés par le NIAID, par Fauci, en Caroline, sur la Caroline du Nord. Et sur la Caroline du Sud, il y avait une société McPherson qui avait signé des contrats, des millions et des millions et des milliards d'euros avec Pfizer, avec le CDC, le Center Disease Control, et qui avait des flacons qui étaient avec un marquage 6505. 6505, c'est un code extrêmement dangereux, et c'était censé être du chlorure de sodium. Patrick me dit, j'ai trouvé ça, dis-moi ce que tu en penses. Excusez-moi, je dois boire parce que... Merci. Alors, excusez-moi, donc Patrick il me dit, qu'est-ce que tu en penses? Et moi, nous les chimistes, comme on manipule les produits, on fait des synthèses, eh bien on est habitué au code des produits. Vous savez, quand vous rentrez dans un laboratoire, on vous dit la flamme c'est inflammable, la tête de mort, etc. C'est poison, c'est toxique, etc. Ça c'est un produit explosif. Et du coup, un code 6505 n'a pas lieu d'être sur une eau saline, vous voyez. Et donc déjà là, il y a anguille sous roche, c'est-à-dire que ce produit-là n'aurait jamais dû avoir une étiquette 6505, d'autant plus qu'il a fait des recherches complémentaires et il a montré que les produits pouvaient être continués, et les codes, donc 6505 était un code dangereux, et puis derrière, il y avait 7 autres chiffres, 7 à 12 chiffres, je crois, qui étaient des codes de l'OTAN. Et là, on s'est dit, tiens, l'OTAN, c'est l'armée. Alors, pourquoi l'armée s'intéresse aux diluants Covid, sérum physiologique Covid? Pourquoi? Et vous savez que ça les embarrasse, cette question. Pourquoi? Parce que vous savez que depuis l'élection de Donald Trump, Elon Musk a révélé que USAID, qui est un organisme fondé par son oncle John Kennedy, mais qui a été récupéré par la CIA, sous couvert d'aide au développement dans les pays en voie de développement, comme l'Afrique ou l'Inde ou je ne sais quoi, ont donné de l'argent sous couvert d'œuvres charitables pour développer l'éducation, les hôpitaux, comme d'habitude. Si vous regardez avec l'argent qu'ils ont injecté en Afrique, 460 millions d'euros, est-ce qu'il y a eu des changements au niveau des écoles? Est-ce qu'il y a eu des changements au niveau des... Voilà, donc où est passé cet argent? Et cet argent, il est parti notamment dans les laboratoires en Ukraine. Vous savez qu'il y a eu 13 laboratoires de recherche français et 11 américains. Je ne sais plus si c'est 11 et 13, 13 et 11, bref. Une dizaine de laboratoires pour la France, une dizaine de laboratoires pour les Américains, financés par USAID, c'est-à-dire financés par l'argent des contribuables, sous couvert des programmes d'aide au développement. Et c'est pour ça qu'ils noient le poisson dans l'eau, parce qu'on s'attendrait à que ce genre de choses soit financé par le ministère de l'Intérieur et de la Défense. Alors quand on épluche les comptes du ministère de l'Intérieur et de la Défense, on ne voit rien, mais évidemment parce que le transfert, il est là, il est sur le ministère de l'aide au développement. En France, c'est Proparco, par exemple, qui travaille avec le gouvernement de l'Intérieur pour financer, par exemple, des programmes d'aide de développement de vaccins financés par la Commission européenne, comme en Afrique du Sud sur Biovac, par exemple, vous voyez. Donc Biovac, ils ont reçu, la Commission européenne en 2022 a fait toute une réunion avec les présidents africains, il y avait Macron, il y avait Charles, comment il s'appelle ? Michel Charles, il était là, il y avait Madame Ursula, notre chère amie, oui, de la Commission européenne, qui était là, et ils avaient décidé qu'ils allaient ouvrir un marché africain, que leur ambition, ils allaient donner 50 millions. Il y avait 6 pays africains, dont le Sénégal, le Kenya, l'Afrique du Sud, le Niger, il y en avait 6. Il faudra regarder les 6. Et ça a son importance. Pourquoi? Parce que c'est dans ces pays-là que se met en place également l'identité numérique, notamment avec la Maisha Holdings. Maisha Holdings au Kenya et au Niger, en Ouganda.
et la Commission européenne, et on se demande d'ailleurs pourquoi la Commission européenne, qui s'occupe de l'Europe, va soutenir des programmes de vaccination en Afrique. Pourquoi? Parce que ça correspond au DOD numéro alors 16 ou 3 de l'agenda 2030, il faut le vérifier. C'est DOD 3 ou DOD Objectif Développement Durable de l'agenda 2030. Il faut développer la vaccination en Afrique. Et donc, 50 millions, mais on se dit que l'Afrique, c'est pas l'Europe. Donc pourquoi prendre 50 millions d'euros déjà de l'argent des contribuables pour aller développer un programme de vaccination en Afrique du Sud, par exemple? Un placement. Oui, mais pas pour nous, pour eux. Hein. Oui, pour eux, hein, parce que nous, non. Donc, oui, mais c'est pas légal, parce que ils confondent l'argent du contribuable avec l'argent du gouvernement et leur propre argent. C'est l'argent du contribuable pour construire des hôpitaux, développer des écoles. C'est pas des impôts pour. C'est pas Davos, la Chambre de commerce internationale, qui décide où ils placent l'argent des contribuables. J'ai envie de dire. Hein? Donc, ils ont développé. Madame Ursula von der Leyen a dit oui, l'Europe donne à l'Afrique 50 millions d'euros et nous travaillons avec Gavi, nous collaborons avec Gavi pour développer un marché du médicament qui, d'ici 2044, on espère augmenter le taux de vaccination de 2% à 66%. On espère une couverture vaccinale à 66%. Parce que vous savez, nous sommes 7,5 milliards de personnes. Ils ont vacciné 5,6, disons, et il restait 2 milliards, c'est-à-dire le continent africain n'avait pas été vacciné. Ils ont dit on va développer un marché exprès. D'accord? Donc exprès, ça veut dire est-ce qu'ils auront droit à Ebola, à Marburg, est-ce qu'ils ont droit à la tuberculose, à la malaria, à HIV? Voilà. C'est les vaccins qui nous attendent, enfin qui attendent le marché africain, mais qui sait si on n'aura pas un cas d'Ebola en Allemagne, en France ou à New York, comme ça s'est passé ces dernières années. Des cas isolés, si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez? Voilà. Non, c'est pas des blagues. Hein. Je sais, je vois votre tête là, mais c'est pas des blagues. Hein. Je n'essaie pas de vous faire peur, mais il vaut mieux être au courant qu'être pris de court. Voilà. Non, je vous le dis, il vaut bien être au courant que pris. Et d'ailleurs, il y a des vaccins anti-Marburg qui existent et qui ont été mis au point par, si je ne m'abuse, par Merck. Mais bon, alors, on revient sur l'annexe qui disait que il faut utiliser ces vaccins-là et avec les diluants. Et les diluants, en fait, ne doivent pas ne doivent pas avoir une étiquette de l'OTAN. C'est-à-dire que pourquoi l'armée manipule ces flacons-là et pourquoi ils sont dangereux et pourquoi pour les détruire il faut 2 personnes et il faut des protocoles, alors il faut enterrer les flacons, etc. Normalement quand on enterre les flacons et qu'on on les coule dans des ciments, ça, Red Alert, chez la tête d'un chimiste, c'est radioactif, vous voyez? Quand on vous dit, et quand j'y pense là, certains personnes, parce que c'était une fois que le flacon était ouvert, vous voyez, vous deviez l'utiliser. C'est comme ça que Luce Herbier, qui a été injecté, son médecin lui avait dit il me reste une dose, donne-moi ton bras pour pas gaspiller la dose et je vais te l'injecter. Et c'est comme ça qu'elle était malade, parce que une fois que c'est ouvert, vous devez le jeter, vous voyez, vous pouvez l'utiliser. Et certaines personnes, moi j'ai entendu dire que certaines personnes ont jeté ça sans précaution dans l'évier. Ou dans les toilettes. Ah oui, donc bon, je vous dis ça, je n'essaye pas de vous faire peur, je vous dis qu'il y a eu des choses qui se sont passées et que les médecins même n'ont pas compris ce qu'ils injectaient. C'est ça, ils n'ont pas compris ce qu'ils injectaient. Donc en ce qui concerne la composition précise des vaccins, je ne vois pas en quoi cette information très technique et pour partie secrète pourrait favoriser l'éclairage du consentement du patient. Il me semble que vous êtes en première ligne pour promouvoir la littératie en santé du patient et donner forme et contenu à son consentement éclairé et le renvoyer vers un site spécifique ne me semblerait pas correspondre à la déontologie médicale. Oui, mais alors là, ça pose un problème parce que un patient ne peut pas donner son consentement libre et éclairé s'il ne sait pas la composition. En clair, vous pouvez dire, je ne sais pas ce que vous m'injectez, donc je refuse ce que vous m'injectez, puisque je ne sais pas ce que c'est. Et ça aurait été un angle d'attaque également pour refuser le vaccin, qui n'a pas été estimé à sa juste mesure. Vous voyez? Et donc, ça pose un problème, parce que quelqu'un qui doit avoir une chirurgie de la jambe pour des varices, vous voyez,
on doit lui faire signer un document de 5 pages en lui expliquant voilà les risques avant, après et pendant. Mais ici, non. Il n'y a pas eu de document signé. Et le médecin n'a pas lu le document au patient avant de l'injecter. Et puis, il n'a pas appelé pour un suivi, etc. Puisque c'était un système de pharmacovigilance passif qui a été retenu. D'ailleurs, on suppute que le vaccin est sûr et efficace et qu'il ne provoque pas d'effets secondaires. Et au cas où vous auriez des effets secondaires rares, vous devez vous déclarer vous-même à votre médecin traitant qui doit faire une déclaration à la pharmacovigilance qui sera